le dernier épisode de Captain Cast, nous avons vu que la mort jouait dans le jeu vidéo un certain rôle, devenant une punition, un empêchement de tourner en rond, mais créant également du challenge et un sentiment d'accomplissement. Les Souls en ont fait une mécanique à part entière, mais ce ne sont ni les seuls ni les premiers. Il existe en effet un genre appartenant à la famille du jeu de rôle, ou RPG, et dont l'opus fondateur est Rogue en 1980, on appelle ainsi ces softs des roguelikes, du fait de cette descendance spirituelle. Il faut néanmoins faire attention, on ne compte en effet pas les nombreux jeux de la scène indépendante qui se revendiquent comme étant des roguelikes, et qui ne sont pourtant pas des RPG, comme l'action d'un Hades de 2020, ou la tactique d'un Faster Than Light de 2012. Ils revendiquent ainsi une certaine difficulté, et imposent une mort qui punit davantage qu'un jeu classique, en faisant tout recommencer aux joueurs. Seulement, au risque de vous surprendre, ces jeux ne sont pas des roguelikes, ce sont des roguelites, c'est-à-dire des softs qui reprennent quelques éléments du roguelike pour l'adapter à différentes familles et genres du jeu vidéo. Ils feront l'objet du prochain épisode. Mais alors, qu'est-ce que le roguelike ? Pour faire simple, il s'agit de RPG hardcore de niche, au tour par tour et à mort permanente. Voyons donc ensemble les caractéristiques et l'histoire de ce genre. Avant de décrire précisément ce qui fait un roguelike, il faut revenir au commencement. Les premiers softs identifiés comme tels sont ainsi Rogue en 1980, Hack en 1982 ou encore Moria en 1983, et sont le produit d'une passion pour le jeu de rôle sur ordinateur des années 70. Comme les jeux de rôle classiques, leur principe est de permettre aux joueurs de s'aventurer dans des donjons pour y vivre des aventures palpitantes avec un personnage que vous incarnez, qui accumule de l'expérience, augmente de niveau, acquiert des compétences, trouve de l'équipement et devient plus fort pour aller au bout de l'aventure. Avec des graphismes rudimentaires basés sur l'American Standard Code for Information Interchange, ou ASCII, et qui laissent donc place à l'imagination plutôt qu'à la netteté graphique, Rogue et ses fils spirituels vont proposer quelque chose d'un peu différent sur cette base, la construction de donjons utilisant la génération procédurale, avec un agencement aléatoire de pièces, d'étages, de monstres et de trésors, et la mort permanente de votre personnage. Comme je le disais dans mon précédent épisode, dans un jeu classique, votre aventure va du début à la fin, et est ponctuée par des sauvegardes manuelles ou automatiques, qui vous permettent, en cas de mort, de revenir à ce point de sauvegarde pour tenter une autre approche. Le roguelike refuse ce postulat. La mort de votre aventurier est permanente. Vous perdez ainsi votre personnage, son équipement, son expérience, son avancement dans la quête principale, son aventure en quelque sorte. Il ne vous reste alors plus qu'à créer un nouveau personnage et à tenter une nouvelle descente dans le donjon appelée Run. Certains roguelikes s'amusent d'ailleurs de ce postulat en vous faisant parfois combattre les fantômes de vos anciens aventuriers morts au combat. Et les roguelikes proposent une grande variété de situations dangereuses, des cartes tortueuses, une grande variété de monstres avec leurs forces et faiblesses, des parchemins et des potions aux effets connus ou inconnus qu'il faut tester, et des combinaisons d'événements aléatoires qui transforment vos descentes dans le donjon en situations inexpugnables. Maintenant qu'on a évoqué l'origine du roguelike, il s'agit maintenant de le définir. Le genre a en effet un certain succès de niche, mais reste un peu obscur aux non-initiés. C'est dans cette optique qu'une conférence internationale sur le développement de roguelike, car oui, il y en a une, a dévoilé à Berlin en 2008 une interprétation de ce qui caractérise le roguelike depuis Rogue avec différents critères. D'abord, il faut un environnement procédural, avec un seul mode de jeu. Les donjons et mondes qu'on arpente ne doivent jamais être totalement pareils, pour intégrer de l'aléatoire sur le format des pièces, les monstres rencontrés et les objets découverts. L'objectif du jeu est d'aller au bout de l'aventure en tuant des monstres pour avancer, en mode hack and slash, mais aussi en explorant son environnement où l'on découvre des salles, des pièces, des couloirs et des trésors à identifier. Ensuite, on parle du mode de jeu. Il s'agit de softs au tour par grille. À chaque tour ou round en fonction des softs, vous bougez ou réalisez une action, tout comme l'ensemble des monstres du jeu, ce qui vous permet d'avoir un ensemble de décisions à prendre, décisions qui peuvent vous permettre de triompher ou bien de périr. Le joueur et les monstres sont localisés sur une grille pour représenter les distances, permettant là aussi de prévoir en amont ses actions. Enfin, et c'est le sel de ce genre de jeu, c'est le challenge représenté. Il faut ainsi que les roguelikes soient complexes, avec le besoin de manager des ressources limitées, avec comme punition une mort permanente. Le joueur a ainsi à disposition moult possibilités d'interaction avec l'environnement et de possibilités de finir l'aventure, tout en ayant des ressources limitées pour ce faire, allant des parchemins aux potions en passant par les objets.
quand vous décédez, votre personnage meurt définitivement, il faut donc en créer un nouveau, et avec la génération procédurale de l'environnement, créer un nouveau monde. Cela donne encore plus de poids à chacune des décisions que vous devrez prendre. En bref, le roguelike, c'est un RPG au tour par tour en environnement procédural, caractérisé par une certaine complexité et une mort permanente, impliquant de peser chaque décision. Il y a une certaine ironie à incarner un héros destiné à sauver le monde, ou trouver un artefact légendaire, dont une des destinées peut être plutôt d'être piétiné à mort par un monstre dans un couloir sombre. De nombreux softs jouent d'ailleurs de cette ironie, par exemple NetHack en 1987, la suite spirituelle de Hack, encore mise à jour aujourd'hui et à disposition des joueurs en open source, et qui est à l'origine de l'expression « encore une mort stupide » ou « yet another stupid death ». Vous pouvez mourir en étant aplati par un démon, en tombant de cheval, en équipant une arme ou une armure maudite que vous ne pourrez pas enlever, en testant un parchemin qui fait s'effondrer le sol, en goûtant une potion pour comprendre ses effets jusqu'à ce que vous vous aperceviez que c'était du poison et que vous n'aviez déjà plus de vie. Ce comique de situation fait le sel des parties et est tiré de l'ensemble des mécaniques qui structurent le soft. Bestiaire, objets, potions, sorts, compétences, piété, dieux, alignement, et j'en passe. L'ensemble de ces dangers et de ces mécaniques à appréhender pour survivre est l'argument principal des roguelikes, et offre aux joueurs une grande rejouabilité avec chaque descente dans le donjon potentiellement unique, avec ses bonnes et mauvaises rencontres, d'autant plus s'il y a une communauté de joueurs derrière pour en parler. Un des roguelikes classiques les plus populaires et accessibles pour en témoigner est Dungeon Crawl Stone Soup de 2006, suite spirituelle de Linlay's Dungeon Crawl de 1997, qui s'appuie sur un fond aussi riche que son collègue. Une vingtaine de races, une vingtaine de classes, une vingtaine de dieux auxquels se vouer avec un système de piété différent pour chacun, des mutations, des dizaines d'armes, de sorts, de monstres, des branches du donjon clairement identifiées avec leur type de pièges et d'ennemis, des portails vers d'autres dimensions, et même une version avec des tuiles graphiques acceptables, sans parler de la communauté active qui est derrière. Quel est l'intérêt de la mort ? Nous l'avons évoqué dans notre précédent épisode de Captain Cast, elle permet de se surpasser, de proposer un challenge aux joueurs, et de rendre les décisions importantes. Dans le cas du roguelike, la punition est plus sévère, elle nous impose de tout recommencer, au service néanmoins d'aventures généralement rapides. La difficulté et même l'injustice de certaines situations vont ainsi pousser le joueur à faire davantage attention, à s'imprégner des mécaniques et systèmes de jeu, à avoir une meilleure lecture des situations pour savoir quand combattre et quand fuir. La mécanique de progression n'est alors plus dirigée sur le personnage incarné par le joueur, car celui-ci meurt, mais vers le joueur lui-même. C'est en effet nous qui devenons au fur et à mesure de plus en plus forts par notre connaissance. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce genre. En effet, la tension permanente se transforme en sentiment de satisfaction quand vous réussissez enfin à arriver dans une nouvelle zone, que vous découvrez de nouvelles possibilités, voire que vous arrivez à faire survivre votre personnage jusqu'au bout de sa quête. Le joueur devient ainsi maître de son environnement. Le fait d'échouer et de devoir se relever pour comprendre les spécificités du soft et explorer un monde qu'on redécouvre à chaque descente font ainsi partie du plaisir de jeu dans un roguelike. L'accent mis sur cette connaissance, mais aussi l'aspect aléatoire très marqué et la stupidité de certaines morts permettent aux initiés de partager leur expérience sur des forums spécialisés, de discuter de leur stratégie, de parler build et j'en passe. En définitive, le genre du roguelike est ainsi assez satisfaisant pour qui est prêt à s'investir dans la connaissance du monde, de ses possibilités, pour tâcher de peser le pour et le contre de chaque décision et utilisation de ressources en jeu, avec comme horizon une sanction brutale. Évidemment, un genre évolue. S'il est plutôt opaque, avec surtout une communauté de fans assez active sur des softs comme NetHack ou Dungeon Crawl Stone Soup, le roguelike s'étend sur 3 types de softs. Les dungeon crawlers classiques, où on retrouve des donjons et du tour par tour, généralement de fantasy, que j'appelle ainsi roguelike classique. Les roguelikes qui s'appuient sur un univers entier à découvrir, dépassant le seul cadre du donjon, et que j'appelle roguelike moderne, parce que j'avais pas d'autre nom. Et enfin, le roguelike à la japonaise, qui a tendance à pencher vers le roguelite, ou du moins une version allégée du roguelike. Parlons d'abord des roguelikes classiques. Les premiers roguelikes sont des jeux à descente de donjons ou dungeon crawler. On trouve ainsi des softs comme NetHack, Dungeon Crawl Stone Soup,
ou Brog de 2009, qui présentent un gameplay traditionnel, chacun avec ses propres spécificités sur le bestiaire, les classes et les passages de niveau. Vous entrez dans un donjon, vous marchez de case en case, étage par étage, avant de trouver les escaliers qui vous permettront de descendre ou de monter d'un étage supplémentaire pour vous rapprocher de votre objectif. À chaque fois que vous marchez sur une nouvelle case, que vous ramassez un objet, que vous ouvrez une porte, que vous descendez un escalier, que vous vous reposez, que vous attaquez un monstre, que vous lisez un parchemin ou buvez une potion, que ce soit pour les utiliser ou pour les identifier, un round se passe. Et à chaque round, vos adversaires peuvent également agir, se déplacer, vous attaquer, lancer un sort. Pour vous battre, c'est généralement très simple, vous vous déplacez vers votre ennemi pour attaquer avec votre armes équipées au corps à corps, ou vous allez dans votre inventaire pour sélectionner diverses armes à distance, de la fronde aux baguettes magiques. Votre objectif est ainsi d'explorer les salles, de vaincre les adversaires, et de vous rapprocher toujours plus près de votre objectif jusqu'à votre mort. La plupart des softs dont j'ai parlé proposent désormais une exploration et un ramassage d'objets automatique pour que vous vous concentriez sur l'essentiel, combattre et survivre. Brog joue plutôt à la simplicité, sans race ni classe. Dungeon Crawl Stone Soup se concentre lui plutôt sur une expérience plus fournie, entre le découpage d'humanoïdes pour récupérer de la viande, la possibilité de vous vouer à différentes divinités, et j'en passe. Ça ne veut pas dire que des versions colorées n'existent pas. On trouve par exemple Dungeons of Dreadmore de 2011 des Canadiens de Gaslamp, avec beaucoup d'humour et des familles de compétences déjantées à choisir à chaque début de partie, entre la fureur d'Odin et la magie des mathématiques. Mais les donjons de fantasy ne sont pas les seuls, vous pouvez très bien vous accommoder de la science-fiction. Vous pouvez ainsi retrouver avec Chaos Forge les univers de Doom avec Doom RL en 2002, ou d'Aliens avec Aliens RL en 2007, qui ajoutent des bruits d'ambiance, des musiques, des bestiaires et des armes adaptées à ce beau monde. Si l'ASC2 vous fait saigner les yeux, les développeurs vous proposent Jupiter Hell de 2019, une version rehaussée graphiquement. De même, on peut également noter la présence de Sword of the Stars The Pit de 2013, des Canadiens de Kerberos Productions, avec son lot de robots et de hacking, en mode science-fiction, ou encore Cogmind de 2015, où vous contrôlez un robot qui détruit ses opposants et récupère leurs pièces détachées pour devenir plus fort. En gardant ces mêmes principes, certains softs veulent aller au-delà du simple dungeon crawler, en proposant un véritable univers à explorer dans son monde généré procéduralement, avec des boutiques, des personnages non joueurs non ennemis, des quêtes et j'en passe. Je les appelle arbitrairement roguelike modernes. On retrouve par exemple le mode aventure de Dwarf Fortress, qui profite de mondes générés avec de très nombreux paramètres, divinité, type de magie, peuple, mythologie, sans parler du système de combat très complet, qui simule du coup de poignard à la prise de catch. On trouve aussi des univers moins procéduraux et plus travaillés, comme Tales of Mage Eyal de 2012, modèle du genre de l'accessibilité, ou encore Ancient Domains of Mystery, ou ADOM, en 1994 et en 2015 ainsi que récemment, un peu plus ardu, avec des tas de lieux à explorer, de pouvoirs à contrôler, et près de 13 fins différentes à votre aventure si vous la menez au bout. Certains softs vont encore plus loin, en mélangeant le tout par exemple avec de la survie. Dans Cataclysm Dark Days Ahead de 2013, il n'y a même pas de quête finale, juste survivre à une apocalypse où zombies, mutants et autres créatures rendent la vie difficile à ce qui reste de l'humanité, où vous pouvez prendre de la drogue, monter des barricades, installer des implants cybernétiques ou même cultiver la terre. L'étrange Caves of Qud de 2015 offre quant à lui une expérience encore plus singulière, avec tout un tas de maladies qui se traitent différemment à chaque run, des factions aux agendas politiques différents, des relations à garder, des mutations ou des implants cybernétiques à installer en fonction de votre personnage, une monnaie sous forme de liquide. Le fait de sortir du dungeon crawler est loin de rendre ces softs plus faciles. Ils peuvent être rapprochés de l'un des premiers roguelites qui s'attardait d'ailleurs sur la survie, Unreal World de 1992, encore mis à jour aujourd'hui, où vous contrôlez un Finlandais en pleine antiquité qui doit chasser les bêtes sauvages, se défendre des attaques et monter sa propre hutte. Tous ces softs, malgré leur graphisme rudimentaire, proposent une liberté de jeu qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs, du fait de leur système et univers toujours plus complexes. C'est ce besoin de s'investir pour découvrir les interactions les plus étranges qui donne une certaine aura à ce type de roguelike. Posez-vous la question, dans quel autre jeu vidéo je peux sniffer de la coke en regardant des zombies dans le blanc des yeux ? Les Japonais ont aussi développé leur version et leur vision du roguelike, que j'appelle donc roguelike à la japonaise, notamment avec le studio Spike Chunsoft et sa série Mystery Dungeon développée dans les années 90, encore présente aujourd'hui autour des séries
Shiren the Wanderer ou Pokémon Mystery Dungeon. Avec des esthétiques qui rappellent le jeu de rôle japonais, vous vous retrouvez dans des donjons générés aléatoirement pour tâcher d'en voir le bout, round par round. Mais la mort sera légèrement moins pénalisante, vos personnages étant uniques. Dans Shiren the Wanderer de 1995 à 2010 par exemple, votre héros est ramené au village à chaque mort, perdant ses niveaux et son équipement, mais continuant l'aventure, et pouvant même améliorer le village et conserver des objets ramenés de l'aventure au fur et à mesure, faisant penser d'ailleurs à une sorte de roguelite. Dans Pokémon Mystery Dungeon, entre 2005 et 2020, c'est encore moins le cas, avec une mort faisant juste perdre de l'argent et la moitié des objets. Ce système de jeu, légèrement moins punitif, se trouve ainsi à la croisée des chemins entre le roguelike pur jus et le roguelite. Cette vision allégée se retrouve d'ailleurs en partie dans les nouvelles productions. Tales of Majeyal, dont nous parlions tout à l'heure, propose un mode aventurier, où vous gardez une poignée de vie pendant l'aventure, et des softs indépendants, comme Tangle Deep de 2017 ou Dungeon Mans en 2019, vous permettent de garder une progression entre une ville ou la création d'une académie de héros. On garde néanmoins le jeu de rôle, le tour par tour, et des mécaniques proches des aînés, ce qui ne sera pas le cas du roguelite. En définitive, le roguelike est un genre ancien et difficile, un jeu de rôle au tour par tour où le moindre faux pas transforme votre personnage en chair à saucisse, mais où la connaissance du joueur est le moteur de l'expérience de jeu. Si le genre a peu évolué, il s'est rendu de plus en plus accessible, des softs open source aux interfaces simples d'accès comme Dungeon Crawl Stone Soup, jusqu'aux jeux plus colorés venant généralement de petits développeurs qui alternent entre le roguelike classique et le roguelike à la japonaise. Certains roguelikes veulent également s'émanciper du donjon comme unité de lieu en proposant des univers travaillés, comme l'accessible Tales of Majeyal, voire en hybridant l'expérience avec celle d'un jeu de survie comme Caves of Qud. Dans tous les cas, même si le roguelike est encore populaire, il a laissé sa place dans les années 2010 à des softs qui se revendiquent roguelike, mais ne sont en réalité qu'une émanation, qu'on peut regrouper sous le terme de roguelite. Certains critères de l'interprétation de Berlin s'y retrouvent, mais on oublie le RPG au tour par tour classique pour des jeux d'action, comme Hades en 2020, des jeux de plateforme, comme Spelunky en 2008, ou encore des jeux de tactique, comme Faster Than Light en 2012. Nous verrons cela dans le prochain épisode de Captain Cass.